Pendant 7 jours interminables, je n'ai pas pu joindre mes parents. Pas d'appel, pas de message, juste un silence pesant et anormal. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'ils étaient occupés, peut-être partis en voyage. Mais le 7e jour, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai fait ma valise et j'ai conduit toute la nuit, l'esprit tourmenté par toutes les horreurs que je refusais d'exprimer à voix haute. Quand je suis arrivé, leur maison était plongée dans l'obscurité. La porte d'entrée était grande ouverte, comme une bouche béante au milieu d'un cri d'horreur dans une ruine. Des éclats de verre scintillaient au clair de lune. Le vase préféré de ma mère gisait en miettes à côté d'une chaise renversée. « Maman » ai-je murmuré. Pas de réponse. Puis je l'ai entendu, un souffle faible et tremblant venant du placard du couloir. Une respiration lente, irrégulière, presque humaine. Je me suis figé, le cœur battant la chamade. Quelque chose ou quelqu'un était là. Et à cet instant, j'ai compris que ce qui m'attendait derrière cette porte allait tout changer. Je m'appelle Olivia Hart. Et jusqu'à hier soir, je pensais avoir surmonté ma peur. Je vis maintenant à Los Angeles, entouré de bruit et de néons. J'ai grandi dans une petite ville tranquille du Nevada, où tout le monde se connaissait. À l'époque, notre petite épicerie de Maple Street était tout mon univers. Mes parents, Richard et Hélène, travaillaient du matin au soir, servant les mêmes clients fidèles depuis 30 ans. C'étaient des gens gentils et humbles. Gentils, peut-être. Et puis il y avait Ethan, mon petit frère, le chouchou, le garçon parfait. Il avait ce sourire à faire fondre les cœurs, ce charme qui transformait les problèmes en malentendus. Quand on était petit, je nettoyais les rayons après l'école pendant qu'Ethan, assis au comptoir, mangeait des bonbons gratuits. Maman riait, trouvant ça adorable. Et moi? J'étais la responsable, la voix de la raison, la sœur ennuyeuse. J'essayais de ne pas m'en soucier. Vraiment. Mais à chaque fois qu'Ethan s'en tirait à bon compte, une petite partie de moi s'endurcissait. Quand je suis parti étudier, je me suis dit que c'était pour les opportunités. Mais au fond, j'avais juste besoin de respirer un air de liberté, loin de l'odeur de culpabilité et de bière renversée. La vie à Los Angeles était bruyante, épuisante, mais c'était la mienne. J'avais fait carrière comme organisatrice d'événements, je travaillais 16 heures par jour et je me disais que j'avais réussi. J'avais échappé à la catastrophe. Mais, échapper à la catastrophe, c'est un mot étrange. On peut courir des kilomètres et traîner les mêmes fantômes. Il y a quelques mois, mon père m'a appelé tard dans la nuit. Sa voix tremblait. Je ne l'avais pas entendu comme ça depuis des années. « Viens », a-t-il dit. « Ton frère a encore des problèmes. » Je me souviens avoir soupiré et m'être massé les tempes. « Quoi encore ?» Il a hésité. « Des dettes. Ce genre d'addiction au jeu. Mais ne t'inquiète pas, on va arranger ça. »« Papa, ai-je prévenu. Ne lui donne plus d'argent. » Il n'a pas répondu. Un long silence, puis il a murmuré. « C'est toujours mon fils. » Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Je savais comment l'histoire allait se terminer. Je l'avais vu trop souvent. Ethan promettrait de changer. Mes parents le croiraient, et puis tout s'effondrerait à nouveau. Pourtant, je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas eu de ces nouvelles. Je me suis plongé dans le travail, me répétant que ce n'était plus mon problème. Et pourtant, quand ils ont cessé de répondre au téléphone, quand le silence est devenu insupportable, j'ai su que je ne pouvais pas l'ignorer. Pas cette fois, car au fond de moi, je le sentais. Ce silence n'était pas paisible. Il était inquiétant. Tout a commencé anodinement. Un appel resté sans réponse un lundi après-midi. J'étais en pleine réunion avec un client quand le nom de maman est apparu sur mon téléphone. Je me suis dit que je rappellerais plus tard. Quand je l'ai finalement fait ce soir-là, la ligne a sonné longuement avant de basculer sur la messagerie vocale. « Salut maman », ai-je dit d'un ton léger. « Désolé de ne pas t'avoir appelé. Rappelle-moi. » D'accord. Elle ne l'a jamais fait. Mardi, j'ai appelé 3 fois. Sans réponse. Mercredi, j'ai envoyé un SMS à papa. « Ça va ? Je n'ai pas de nouvelles. » Le message a été distribué, mais personne ne l'a lu. C'est alors que l'inquiétude a commencé à me gagner, comme une douleur sourde et lancinante sous les côtes. Jeudi est arrivé et reparti. J'ai appelé le magasin. Personne n'a répondu. Vendredi matin, j'ai consulté les actualités locales en ligne, m'attendant presque à trouver quelque chose. Une tempête, une panne de courant, peu importe. Mais Reno était calme. Trop calme. Samedi soir, assise au bord de mon lit, je fixais mon téléphone comme si je pouvais le faire sonner. Chaque fois que j'essayais de dormir, la voix de papa lors de notre dernier appel me revenait en mémoire. Il est toujours mon fils. Dimanche après-midi, j'ai ouvert la page Facebook du magasin. La dernière publication m'a glacé le sang. Fermé cette semaine pour raison familiale. Merci de votre compréhension. Mes parents n'ont jamais fermé le magasin.
Ni pour cause de maladie, ni pour des vacances, ni même après le chagrin de papa il y a 3 ans. Qu'ils allaient le fermer définitivement. Quelque chose clochait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Madame Collins, notre ancienne voisine. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix tendue. « Olivia, je suis contente que tu aies appelé. J'étais si inquiète. Que se passe-t-il » ai-je demandé. « Le magasin est fermé depuis une semaine. Il n'y a plus de lumière. » Elle a hésité, baissant la voix. « J'ai vu Ethan là-bas il y a 2 nuits, et j'en ai eu le souffle coupé. Ethan, tu es sûr ? Aussi sûr que je suis debout ici. Il était avec 2 hommes, ils avaient l'air louches. Ils ont garé un pick-up noir dehors, sont restés une demi-heure environ. Puis ils sont partis. Je me suis dit que tes parents l'aideraient peut-être encore. J'ai eu la nausée. Non, Madame Collins, il ne le ferait pas. Mais même en disant ça, je savais qu'elle avait raison. Il le ferait. Il l'avait toujours fait. Après l'appel, je suis restée assise là, à fixer le mur, les mots, durs à cuire, résonnant dans ma tête. Cette nuit-là, le ciel de Los Angeles s'est embrasé d'orange sous les lumières de la ville. J'ai jeté des vêtements dans un sac de sport, les mains tremblantes, incapable de fermer la fermeture. Pas encore, ai-je murmuré. S'il te plaît, pas encore. Et avant même de pouvoir me raviser, j'ai attrapé mes clés de voiture, claqué la portière et entrepris les 7 heures de route pour retourner au Nevada, à la maison où le silence était devenu un cri. Le trajet de Los Angeles à Reno me parut interminable. Le désert s'étendait autour de moi comme un tombeau vide. Des kilomètres de sable, de vent et du bourdonnement sourd de l'autoroute. Mes mains serraient le volant, mes jointures blanchies par la lumière du tableau de bord. Chaque kilomètre semblait plus lourd que le précédent. Quand j'ai franchi la frontière du Nevada, il était presque minuit. Le panneau « Bienvenue à Maple Street » clignotait chaque semaine sous la lueur jaune d'un unique lampadaire. L'endroit où j'avais grandi, où je m'étais senti en sécurité, me paraissait désormais étranger, comme creusé par les ombres. En tournant sur Main Street, mon cœur se serra. Le cœur de l'épicerie était plongé dans l'obscurité. Pas de lumière chaude aux fenêtres, pas d'odeur de pain frais, pas de rires étouffés de clients, juste le silence. La grande enseigne en bois que papa avait peinte lui-même des années auparavant était de travers, grinçant doucement dans le vent. J'ai garé la voiture devant et suis restée assise là un long moment, le moteur tournant au ralenti. Je me suis dit que j'allais appeler la police sur le champ, mais mes doigts refusaient de bouger. Au lieu de cela, je suis sortie et j'ai marché vers le magasin, mes chaussures crissant sur le gravier. À travers la vitrine, je voyais de la poussière flotter dans l'air, des étagères à moitié vides et une chaise renversée derrière le comptoir. L'endroit semblait figé dans le temps, comme si mes parents avaient disparu en plein travail. « Maman » ai-je murmuré à travers la vitre, espérant naïvement la voir apparaître derrière la caisse et me gronder pour mon arrivée impromptue. Rien. Une douleur sourde m'a étreint la poitrine. Je me suis tournée vers notre ancienne maison familiale, à quelques rues de là, celle avec la boîte aux lettres penchée et le vieux chêne que papa jurait avoir abattu chaque année, sans jamais le faire. La lumière du porche était éteinte, les rideaux tirés. L'air sentait légèrement la terre humide et une odeur métallique. « Maman, papa » ai-je appelé de nouveau, plus fort cette fois. La porte d'entrée était ouverte, pas grande ouverte, juste assez pour que le vent la fasse claquer doucement contre le cadre. Boum boum. Mon cœur s'est emballé. J'ai poussé la porte lentement. Ça a craqué. Le bruit a résonné dans le couloir sombre. L'odeur m'a frappé en premier. De la poussière, de la pourriture et une odeur aigre qui m'a retourné l'estomac. Le salon était sens dessus-dessous. Les meubles étaient renversés. Une lampe était cassée. Des papiers jonchaient le sol comme de la neige. Le cadre photo préféré de maman, celui de ma remise de diplôme, était brisé sur le sol, la photo contre le sol. « Papa » ai-je murmuré d'une voix brisée. « Silence » j'ai avancé, en prenant soin de ne pas marcher sur les morceaux de verre. Puis j'ai remarqué de légères traces de pas boueuses qui descendaient le couloir. Elles étaient grandes. Ni celles de maman, ni celles de papa. Et là, juste là, scintillant dans le faible clair de lune qui filtrait par la fenêtre, se trouvait l'alliance de maman. Elle était posée à côté d'une chaise renversée. Je l'ai ramassée d'une main tremblante et j'ai murmuré. « Que s'est-il passé » Le silence n'a pas répondu, mais je sentais la maison qui écoutait. Je suis restée figée au milieu du salon, l'alliance froide dans ma main. Tout en moi hurlait de partir, d'appeler la police, de fuir, mais une force plus forte, une force désespérée, me retenait sur place. « Maman » tentai-je à nouveau, la voix brisée dans le silence. « Papa » Pas de réponse. Juste le vent qui tirait sur les rideaux. Je fis un pas lent en avant, puis un autre. Le plancher de bois craqua sous mes pieds. L'air était lourd, vicié, lourd. Une légère odeur métallique,
de sang ou de rouille, persistait. Je n'arrivais pas à la distinguer. Un léger bruit déchira le silence. Un souffle tremblant. Il venait du couloir, du placard au fond. Tous mes instincts criaient « N'y va pas ». Mais mes pieds avancèrent quand même. Plus je m'approchais, plus mon cœur s'emballait, un tambour résonnait dans ma tête. Je murmurai « Qui est là ?» Silence. Puis un faible gémissement. Ma main tremblait tandis que je cherchais la poignée de porte. Mon reflet dans le miroir du couloir était pâle, fantomatique. Un instant, je crus apercevoir quelqu'un bouger derrière moi. Rien. D'accord, Liv, murmurai-je. Respire. Respire, tout simplement. La poignée de porte était froide, glissante de poussière. J'avalai ma salive étirée. Les gonds grincèrent et la porte s'ouvrit dans l'obscurité. Au début, je ne vis rien, juste de vieux manteaux, des cartons empilés et une légère odeur de naphtaline. Puis, un mouvement. Quelque chose bougea dans le coin. Je m'approchai, le cœur battant la chamade. Bonjour. Une petite silhouette bougea. Je eus le souffle coupé. Et puis je le vis. Un petit garçon, 6 ou 7 ans peut-être, les genoux repliés contre sa poitrine, les yeux grands ouverts et vitreux. Ses joues étaient couvertes de larmes séchées, ses vêtements froissés, sales et collés à son petit corps. Case, murmurai. Oh mon Dieu, Jess, grimaça-t-il, ses yeux se posant sur moi avec terreur. Mon chéri, dis-je doucement en m'agenouillant. C'est tante Liv. C'est moi. Pendant un instant, il resta immobile. Il me fixait, tremblante. Puis, comme si ma voix avait enfin percé le brouillard, il cligna des yeux 1 fois, 2 fois, et s'effondra dans mes bras. Il était si léger, trop léger, sa peau moite, son cœur palpitant comme celui d'un oiseau pris au piège. Oh mon Dieu, tu es gelé, murmurai-je en l'enveloppant dans ma veste. Jess, tout va bien. Tu es en sécurité maintenant. Mais il n'écoutait pas. Sa respiration était saccadée, ses petites mains serrant si fort un ours en peluche déchiré que les coutures semblaient craquer. Il murmura quelque chose de si faible que je l'entendis à peine. Mamie. Papi. Ma gorge se serra. Où sont-ils, mon chéri? Où sont mamie et papi? Il secoua violemment la tête, des sanglots secouant son petit corps. Je le serrai contre moi, mes propres larmes brûlantes. Tcha! Tout va bien, mon chéri. Tu es en sécurité. Je te le promets. Il ne répondit pas. Il enfouit simplement son visage dans mon épaule et se laissa aller un instant. La maison était de nouveau plongée dans un silence complet, hormis ma respiration saccadée. J'ai collé mon oreille contre sa poitrine. Il était vivant, mais faible. Il fallait que j'aille chercher de l'aide. Je me suis levé et les pris dans mes bras. Ses petits doigts s'accrochaient à mon t-shirt, comme si lâcher prise signifiait replonger dans le cauchemar. Tandis que je marchais vers la porte d'entrée, la lumière du couloir a vacillé. 1 fois, 2 fois, puis j'ai entendu un bruit à l'étage. Un murmure lent et régulier. Je me suis figé. Quelqu'un, ou quelque chose, était encore dans la maison. J'en ai eu la chair de poule. Mon cœur battait la chamade. Je me suis dit que celui ou celle qui était là-haut pouvait l'entendre aussi. J'ai reculé vers la porte et murmuré « Ça va aller, Jess. Attends 1 minute, mon chéri. On sort. » Un dernier coup d'œil aux meubles cassés, aux murs fissurés, aux ombres qui dévoraient l'escalier. Puis j'ai couru hors de la maison, dévalé les marches du perron, dans la nuit froide. Je n'ai couru qu'1 fois arrivé à ma voiture. Jess était à peine conscient, la tête contre mon épaule. Au moment où je démarrais le moteur, les phares balayèrent la maison. Un bref instant, il me sembla apercevoir une silhouette à la fenêtre de l'étage, immobile, qui nous observait. Mais lorsque je clignai des yeux, elle avait disparu. Il ne restait plus que l'écho de ma voix murmurant dans l'obscurité. J'aurais dû appeler la police d'abord. À l'hôpital, la lumière blanche me paraissait trop vive, trop pure, comme si elle cherchait à estomper ce que je venais de voir. Jess était allongée, immobile, sur le brancard, sa petite main serrant l'ours en peluche déchiré. Même pendant que les infirmières s'affairaient autour de lui, il était gravement déshydraté, murmura une infirmière. Malnutri aussi, probablement caché depuis des jours. Des jours. Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Il était seul dans cette maison cauchemardesque depuis des jours. Je restais dans le couloir, hébété, l'odeur d'antiseptique me donnant le vertige. Quand le médecin sortit, il dit que Jess se remettrait physiquement, mais qu'il était en état de choc. Nous le gardons en observation. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La culpabilité me brûlait la gori. J'avais laissé mes parents se débrouiller seuls, et voilà que les portes automatiques s'ouvraient derrière moi en sifflant. Un homme d'une 40aine d'années est entré, les épaules larges, vêtu d'une veste sombre et l'air fatigué. Olivia Hart,
a-t-il demandé en montrant son badge. Inspecteur Mason Turner, police de Reno. J'ai expiré bruyamment. Dieu merci. S'il vous plaît, vous devez aller chez eux. Mes parents sont partis. Tout est. J'ai déjà une équipe sur place, m'a-t-il interrompu prudemment. Reprenons depuis le début. Racontez-lui tout. Je lui ai parlé des conversations, du magasin fermé, des meubles cassés, des bruits de pas, de la bague et du bruit venant du placard. Il écoutait en silence, prenant des notes, ne détournant le regard que pour observer Jess à travers la vitre. Quand j'ai mentionné mon frère, le stylo de Mason s'est arrêté. Ethan Hart, vous voulez dire qu'on l'a vu au magasin récemment? Oui, ai-je répondu rapidement. Notre voisine, Madame Collins, l'a vu avec 2 hommes il y a quelques soirs. La machoire de Mason se crispa. Savez-vous qui sont ces hommes? Non, répondis-je. Mais je peux deviner pourquoi ils étaient là, dit-il en hochant la tête d'un air sombre. Des dettes. Je détournai le regard. Toujours des dettes. Mason Appeala. Faites vérifier les empreintes digitales, les pointures, les traces d'effraction par la police scientifique, dit-il. Puis il se tourna vers moi. Et mademoiselle Hart, j'ai besoin que vous restiez en ville. Nous devrons peut-être interroger le garçon quand son état se sera stabilisé. J'eus un haut le cœur. Il a 6 ans, inspecteur. Il est terrifié. Je sais, dit Mason doucement. Mais il est peut-être le seul à avoir vu ce qui s'est passé. Quelques heures plus tard, il me ramena à la maison. Les gyrophares rouges et bleus projetaient des ombres inquiétantes sur la cour. Un ruban jaune barrait le porche comme une plaie. À l'intérieur, les policiers se déplaçaient en silence, photographiant le désordre. L'un d'eux cria « Inspecteur, vous devriez voir ça ». Dans la cuisine, près de la porte de derrière, une petite tache de sang brillait sous la lampe torche. À côté, un portefeuille. Mason s'agenouilla, l'ouvrit et son visage s'assombrit. Il me le tendit. À l'intérieur, sous une vieille carte d'identité, se trouvait une photo que je connaissais trop bien. Ethan, souriant à côté de mes parents, prise des années auparavant lors d'un barbecue. J'eus mal au ventre. On dirait qu'on a retrouvé tes frères, dit Mason. Je fixai le portefeuille dans sa main gantée. Ma voix n'était qu'un murmure. Puis il fut là. Et à cet instant, le silence dans la maison ne me parut plus vide. Il me parut tante. Jess ne se réveilla que le lendemain matin. À son réveil, il paraissait petit et perdu sous les couvertures d'hôpital, ses cheveux bruns plaqués sur son front, ses lèvres pâles. Le moniteur cardiaque bipait doucement à côté de lui, un rythme régulier et fragile. Assise près de son lit, je tenais un gobelet de café froid. Mes mains tremblaient. « Et, mon chéri, murmurai-je en lui caressant les cheveux. C'est tante. Liv. Tu es sûr maintenant, d'accord ?» Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant. La confusion les traversa avant que la reconnaissance ne s'installe lentement. « Tante Liv. » Je souris à travers mes larmes. « Oui, c'est moi, » dit-il en clignant des yeux, sa voix à peine audible. « Où est grand-mère » La question me transperça. J'avalai ma salive avec difficulté. « On essaie de la retrouver, mon chéri. La police nous aide. » L'inspecteur Mason s'approcha, un bloc-notes à la main, et parla doucement. « Bonjour, Jess. Je m'appelle Mason. Je suis juste là pour te parler, d'accord? Tu n'as pas à avoir peur. » Comment? Jess serra son ours en peluche plus fort. Ses petits doigts tremblaient. Mason garda un ton doux. « Peux-tu me raconter ce qui s'est passé à la maison? » Pendant un long moment, le seul bruit fut le bourdonnement des machines. Puis, la voix tremblante, Jess commença. « Papa est rentré tard dans la nuit. » Ses lèvres tremblaient. Il était en colère. Grand-mère lui a dit de partir, mais il a crié. Grand-père a crié aussi. Puis il s'arrêta, la respiration irrégulière. Je lui serrai la main. « Ça va, mon chéri. Tu te débrouilles très bien. » Il y a eu un grand bruit. Il a cocoté. La table s'est cassée. Grand-mère a crié. Papa a poussé grand-père. Et puis son petit visage s'est effondré. Et puis, tout est devenu silencieux. Les larmes coulaient sur mes joues avant même que je ne réalise que je pleurais. Mason a parlé doucement, d'une voix calme mais grave. As-tu vu quelqu'un d'autre, Jess? Est-ce que quelqu'un était avec ton père? Le garçon a hoché la tête. 2 hommes. Ils avaient des tatouages. L'un d'eux avait un serpent autour du cou. Ils étaient effrayants. Il a enfoui son visage dans l'ours en peluche. Sa voix s'est éteinte. J'ai couru. Je me suis caché dans le placard. J'ai entendu du verre se briser et grand-mère pleurer. Et puis plus rien. Je ne pouvais plus respirer. L'air autour de moi s'est épaissi, me serrant la poitrine. Mason m'a lancé un regard qui en disait long sans un mot. Les sanglots de Jess se sont intensifiés jusqu'à ce que son petit corps tremble.
Papa a des ennuis. J'ai pris son visage entre mes mains, les larmes coulant sur mes joues. Mon chéri. Papa a fait de mauvais choix. Mais tu as bien fait. C'est cache. Tu es courageux, Hase. Telmet Kurjaks. Il hocha faiblement la tête, les yeux grands ouverts de peur et de culpabilité. Bien trop lourd pour un enfant. Mason ferma son carnet et se leva. On retrouvera ton père, dit-il doucement. Je te le promets. Après le départ du détective, je restai près de Jess, observant sa respiration ralentir tandis qu'il se rendormait. Mon reflet dans la vitre me semblait étranger. Des yeux vides, du mascara qui avait coulé, hanté par la vérité que je ne voulais pas dire à voix haute. Ethan n'était pas porté disparu. Il s'enfuyait. Et si ce que disait Jess était vrai, mes parents n'étaient pas portés disparus non plus. Ils avaient disparu. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Mon corps trembla, non pas de peur cette fois, mais d'une colère brute et dévorante. Je pressai ma main contre la vitre et fixai la lumière du matin qui inondait Reno. « C'est toi qui as fait ça, Ethan, murmurai-je. Tu as fait ça à notre famille. » Mais une autre voix, plus douce, plus cruelle, me répondit en murmurant du plus profond de moi. « Tu savais ce qu'il était, Olivia. Tu ne l'as simplement pas arrêté. » Cette pensée m'a hanté longtemps après ma sortie de l'hôpital. Un fantôme que je ne parvenais pas à faire taire, malgré tous mes efforts. 2 jours plus tard, l'inspecteur Mason a appelé. Sa voix était tendue, comme s'il retenait son souffle. « Olivia, dit-il, nous avons trouvé quelque chose chez tes parents. Je pense que tu dois le voir de tes propres yeux. » Je n'ai pas hésité. À mon arrivée, le ruban jaune de la police claquait encore au vent froid. À l'intérieur, l'air était différent, plus lourd, comme si les murs eux-mêmes savaient ce qui s'était passé. Mason m'a conduite au salon, où tout était encore en ruine, puis au bureau de mon père. Sur le vieux bureau en bois, usé et lisse par des années d'utilisation, reposait une simple enveloppe. Mon nom y était griffonné de la main de mon père. « Olivia. » J'ai senti mes jambes flancher. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans le tiroir du haut, » répondit Mason, elle était rangée sous un registre. « Je pense qu'il te l'a laissée. » Mes doigts tremblaient. Quand j'ai tendu la main, le papier était jauni, l'encre bavait comme s'il avait été écrit à la hâte. « Doucement, » dit Mason d'une voix douce en reculant d'un pas. Je l'ai déplié, les mains tremblantes, au point de presque le déchirer. « Liv, si tu lis ceci, c'est que ça a trop duré. On a essayé d'aider ton frère. Dieu sait qu'on a tout fait pour l'aider. Mais Ethan n'est plus le garçon qu'on a élevé. Il est désespéré, dangereux. Il est venu à la maison avec des hommes qui terrorisent ta mère. Il dit qu'il va vendre le magasin. Que c'est le seul moyen de se venger. On a refusé. Il nous a menacés. On a pair live. S'il nous arrive quoi que ce soit, prends soin de Jess. Il est innocent. Et s'il te plaît, pardonne-nous. On n'a pas réussi à vous protéger tous les deux. » La lettre se brouillait sous l'effet des larmes. Ma poitrine se serrait, j'avais du mal à respirer. La voix de papa résonnait dans ma tête. « C'est toujours mon fils, » ai-je murmuré. « Tu as continué à lui pardonner même quand ça t'a tué. » Mason observait en silence, me laissant de l'espace. Puis il dit gentiment, « On a suivi la voiture d'Ethan jusqu'à un motel à la périphérie de la ville. On emménage ce soir. Je me suis dit que tu voudrais peut-être le savoir. » J'ai hoché la tête et essuyé mes yeux. « Je viens avec vous. » Il a hésité. « Olivia, non. » Ma voix était sèche. J'ai assez fui. Cette nuit-là, l'air à Reno était glacial. Un froid qui transperce le manteau. Le motel était une ruine délabrée avec des néons clignotants indiquant « libre » et « en cours de lecture ». Des voitures de patrouille de police étaient alignées sur le parking, leurs moteurs ronronnant doucement. Mason me regardait depuis le capot de sa voiture. Il est dans la chambre 12. Mon cœur battait la chamade. Est-il armé? Peut-être. Nous entrons lentement. Ils s'approchèrent de la porte en formation. Je restai à quelques pas en arrière, mon souffle formant de la buée dans l'air froid. Mes pensées s'emballaient, une partie de moi priant encore pour qu'elle se trompe, que mon frère ne soit pas le monstre que les preuves laissaient entendre. Un grand bruit. La porte s'ouvrit en grand, des pas retentirent, puis le silence. Quelques instants plus tard, 2 policiers sortirent en traînant Ethan, menotté. Ses vêtements étaient froissés. Ses yeux étaient injectés de sang, son visage creusé. Quand il me vit, il se figea. « Vivant. Ma gorge se serra. »« Tu les as tués ?» dit-il en secouant faiblement la tête. « Ce n'était pas ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. » Mason se tenait à côté de lui, le visage impassible. « Laisse-le parler, » dit-il. Les mots d'Ethan jaillissaient comme du poison. « Je voulais juste de l'argent, c'est tout. Je pensais que papa m'aiderait encore. » Il a refusé. Il a dit qu'il en avait fini de réparer mes erreurs.
Sa voix se brisa. J'ai perdu le contrôle. D'accord. Je ne voulais pas leur faire de mal. Je le fixai, tremblante. Tu as perdu le contrôle. Tu les as frappés, Ethan. Tu as laissé leur petit-fils caché dans un placard pendant des jours. Il baissa les yeux, les larmes aux yeux. J'ai paniqué. J'ai appelé des gars du casino. Ils m'ont aidé à les déplacer. Je ne savais plus quoi faire. Je me suis approché jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à quelques mètres. Tu ne les as pas seulement détruits, Ethan. Tu as anéanti tout ce qu'ils représentaient. Il n'a rien dit, il a juste murmuré. Je ne pensais pas que tu reviendrais. Eux non plus, ai-je dit froidement. Mason s'est tourné vers moi. Olivia, nous avons trouvé des restes cet après-midi sur un terrain vague à quelques kilomètres de la maison. Les résultats ADN sont en attente, mais je ne l'ai pas laissé finir. Mon corps s'est engourdi. Je le savais déjà. J'ai reculé en titubant et j'ai secoué la tête. Non, non, s'il te plaît. La voix de Mason s'est adoucie. Désolé. Les genoux d'Ethan ont fléchi et il est tombé en avant, en pleurant. Je ne voulais pas les tuer. Je voulais crier, le frapper, lui faire ressentir ne serait-ce qu'une infime partie de la douleur qu'il lui avait infligée, mais j'étais incapable de bouger. Au lieu de cela, j'ai murmuré. Vous n'avez pas seulement tué maman et papa. Vous avez tué la part de moi qui croyait encore en toi. Un long silence s'est installé. Puis Mason a ordonné aux policiers de l'emmener tandis qu'il traînait Ethan vers la voiture de patrouille. Je suis resté là, dans la nuit froide, à regarder le frère que j'avais protégé, désormais une ombre menottée. Mason s'est approché silencieusement. « Tu as bien réagi », a-t-il dit. Je me suis tourné vers lui, la voix rauque. « Non, inspecteur. Il aurait fallu l'arrêter il y a des années. » Et tandis que les gyrophares rouges et bleus clignotaient sur les murs fissurés du motel, j'ai enfin laissé couler mes larmes. Car ce n'était pas seulement la fin d'une affaire. C'était la fin d'une famille. Les funérailles étaient intimes, silencieuses, comme maman l'aurait souhaité. Des bougies blanches ornaient les cercueils. L'église embaumait légèrement la cire et la pluie, et l'air était lourd d'un silence pesant, de ceux qui vous serrent le cœur. Je me tenais entre deux pierres tombales, la main posée sur le cercueil où reposaient mes parents côte à côte. Jess était à mes côtés, sa petite main serrant la mienne. Il ne pleurait pas. Il me fixait, les yeux grands ouverts et le visage pâle, serrant fort son ours en peluche usée comme si c'était son seul réconfort au monde. Tandis que la voix du prêtre s'estompait dans le sifflement du vent, Jess murmura. « Tante Liv, est-ce que grand-mère et grand-père sont au ciel ?» Je me suis agenouillé et j'ai essuyé une larme sur sa joue. « Oui, chérie, ils sont là, et ils nous regardent en ce moment même. » Il hocha lentement la tête, tenant toujours ma main. Alors je leur ferai signe pour leur dire que tout va bien. Et il le fit, levant son petit bras et saluant le ciel froid et gris. Mon cœur se brisa et se guérit aussitôt. Après les funérailles, j'ai emballé ce qui restait de la maison. Les étagères étaient vides, les murs nus, mais les fantômes persistaient, les souvenirs s'accrochant comme de la poussière. Les gants de travail de papa étaient encore accrochés à un clou près de la porte de derrière. Les pages du livre de recettes de maman étaient tachées de fleurs et d'amour. Je ne pouvais pas rester. La maison qui avait jadis semblé si vivante ressemblait maintenant à une tombe. Alors j'ai vendu le magasin, la maison, tout. L'argent est allé dans un fonds pour l'avenir de Jaïs. Une promesse que j'ai faite devant leur tombe. Il ne grandira jamais comme Ethan. Je l'ai juré en silence. L'enfer de l'amour, mais lui aussi connaîtra les limites. Nous avons déménagé à Los Angeles. J'ai trouvé un petit appartement à la périphérie de la ville, à l'abri du bruit de la circulation. Cela remplit les espaces autrefois silencieux. J'ai repris l'école. Les premières nuits, il se réveillait en hurlant et en appelant ses grands-parents. Je me précipitais dans sa chambre, le serrais dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration se calme, et je lui murmurais « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Je ne vais nulle part. » Les semaines passèrent. Les cauchemars s'estompèrent, les sourires s'épanouirent. Un soir, alors que les lumières de la ville scintillaient sous notre fenêtre, Jess me tira par la manche. « Tante Liv. »« Oui, mon grand. » Il leva les yeux vers moi avec les mêmes doux yeux bruns que maman avait autrefois. « Je peux rester avec toi pour toujours. » Je le serrai dans mes bras, la gorge serrée. « Pour toujours, mon bébé. Toi et moi, pour toujours. » Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je restai debout près de la fenêtre, contemplant l'étendue infinie des lumières de la ville. Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais osé ressentir auparavant. La paix. Je rêve encore parfois de la vieille maison, de la porte qui grince, de l'odeur du pain et du faible son des rires d'autrefois. Mais quand je me réveille, je ne pleure pas car je comprends enfin ce que maman et papa voulaient dire dans cette lettre. L'amour n'est pas seulement le pardon.
C'est la responsabilité. C'est choisir qui sauver avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. Et même si je n'ai pas pu les sauver, je l'ai sauvé lui. C'est tout ce qui reste.